Dans les rues paisibles de Sète, la tension monte d'un cran. Ce lundi, 11 août 2025, l'épisode 2006 de Demain nous appartient frappe fort. Dès les premières minutes, l'atmosphère est lourde, presque irrespirable. Ludo, incarné avec une intensité troublante par Baptiste Caillot, n'est plus l'ami chaleureux et dynamique que ses proches ont connu. Quelque chose en lui a basculé et c'est Victoire, pourtant son ami de toujours, qui va en faire les frais. Tout commence par une rumeur qui enfle. Ludo découvre que Victoire, médecin à l'hôpital Saint-Clair et figure de confiance dans la communauté, aurait alerté la police à son sujet. Il était question de bouteilles de chlore suspectes, d'un possible stockage dangereux, voire illégal. Pour Ludo, cette dénonciation est vécue comme une trahison personnelle. La colère le submerge, brutale, incontrôlable. Et au lieu de chercher le dialogue, il explose. Ce n'est pas une simple altercation. C'est une scène violente, tendue, où la parole devient une arme. Ludo ne se contente pas d'interroger Victoire. Il l'accuse, la provoque, l'humilie. Il lui crache au visage ses rancœurs anciennes, enfouies depuis le lycée. Depuis toujours, tu ne peux pas me blairer. Tu as toujours été jalouse de mon amitié avec Fred. Ces mots, Victoire ne les attendait pas. Elle ne reconnaît plus l'homme qui se tient face à elle. Elle tente de se justifier, d'apaiser les choses. Mais Ludo, en furie, la coupe. Ta gueule. Un silence glacial s'installe. Un abîme vient de s'ouvrir entre eux. Ce choc verbal est un point de non-retour. Victoire comprend que ce n'est pas une simple dispute entre amis. C'est une bascule. Le regard de Ludo n'a plus rien de familier. Il est habité, dur, presque mécanique. La peur la saisit. Pas une peur diffuse, mais celle viscérale qui vous paralyse devant une menace que vous pensiez impossible. En une scène, Demain nous appartient fait basculer un lien d'amitié vers un scénario de menace psychologique. Le décor du drame, les couloirs de l'hôpital ajoutent à la tension. Lieu de soins, de calme, il devient l'écrin d'une violence sourde. Les infirmiers croisent les deux protagonistes sans comprendre la gravité de l'instant. Fred, l'ami commun, encore hospitalisé, devient malgré lui l'élément déclencheur du conflit. Il est celui qui confirme à Ludo les soupçons de Victoire. Son aveu voulu pacificateur n'a fait qu'attiser les flammes. Au-delà de la colère de Ludo, c'est toute une mécanique émotionnelle que l'épisode décortique. On y voit la jalousie, la défiance, l'humiliation, mais aussi les rancunes anciennes, les blessures d'ego jamais guéries. Ludo n'explose pas sans raison, il implose depuis longtemps. Victoire, en miroir, tente de résister, de tenir tête, mais elle vacille, car elle sent que ce n'est pas uniquement leur amitié qui est en jeu, c'est sa sécurité, voire sa vie. Ce qui rend la scène encore plus dérangeante, c'est l'intimité entre les deux personnages. Ils se connaissent depuis toujours. Leur proximité rend la trahison plus douloureuse, plus vive. Pour Victoire, l'effondrement de cette relation n'est pas seulement une affaire de loyauté. C'est une perte de repère, une rupture dans son quotidien. Ludo, autrefois soutien indéfectible, devient un danger potentiel. L'inquiétude grandit et le spectateur, lui aussi, se prend à douter. Jusqu'où Ludo est-il capable d'aller ? La mise en scène joue un rôle fondamental dans cette montée en tension. Les gros plans sur les visages, les silences pesants, les regards qui s'évitent, tout est fait pour souligner le malaise. La caméra s'attarde sur les gestes nerveux de Ludo, ses poings serrés, ses yeux écarquillés. Victoire, elle, garde une posture droite, mais ses mains tremblent légèrement. Ces détails traduisent un déséquilibre profond. Ce n'est plus une discussion, c'est un face-à-face. À travers cette confrontation, l'épisode 2006 opère un glissement dans le genre. La série quitte un instant les sentiers du soap familial pour embrasser le thriller psychologique. On n'est plus dans les tracas du quotidien, mais dans une ambiance de suspicion, de manipulation et de peur. Le téléspectateur ressent ce malaise croissant. Il pressent que quelque chose de grave se prépare et que Victoire, désormais seule face à la folie de Ludo, pourrait bien en être la première victime. La ville de Sète, en toile de fond, devient l'écho silencieux de cette tension. Sous le soleil méditerranéen, une ombre s'installe. Les personnages, en apparence encore protégés, vont bientôt être confrontés à une violence inédite. Car ce que Victoire ignore encore, c'est que Ludo n'en restera pas là. Ce n'était que le premier acte d'un plan beaucoup plus sombre. Si Ludo est l'étincelle, Fred est indéniablement la mèche. Dans cet épisode 2006 de Demain nous appartient, Fred, incarné par Robbie Shinazi, se retrouve plongé dans une situation explosive. Blessé par balle dans un événement antérieur, il est allongé sur un lit d'hôpital, vulnérable physiquement mais surtout moralement. Sa parole, lâchée presque à contre-cœur, déclenche un engrenage qui échappe à tout contrôle. En confirmant à Ludo que Victoire, la belle et bien dénoncée à la police, il ne fait pas qu'énoncer une vérité. Il l'enterre vivante sous une montagne de conséquences. Fred n'est pas un manipulateur. Il n'a pas voulu semer la discorde. Pourtant, dans sa volonté de faire preuve d'honnêteté, il devient le catalyseur d'un désastre. Son rôle de médiateur se transforme malgré lui en celui du déclencheur. Il est ce témoin central, cet ami qui a voulu ménager les deux camps et qui finit par trahir les deux. À Ludo, il révèle ce qu'il n'aurait peut-être jamais dû dire.
À Victoire, il retire, sans le vouloir, toute protection morale. Ludo, désormais convaincu qu'on l'a trahi, n'a plus aucun frein. La scène entre Fred et Victoire à l'hôpital est l'une des plus tendues de l'épisode. Victoire, déjà traumatisée par la violence verbale de Ludo, vient chercher des réponses, du réconfort, peut-être même un peu de reconnaissance. Elle est droite, digne, mais profondément blessée. Elle ne comprend pas comment Fred a pu parler, comment il a pu livrer son nom, sachant les risques encourus. Elle l'accuse de l'avoir lâché au moment où elle avait besoin de lui. Lui, gêné, essaie de justifier son geste. Il m'a menacé. Je pensais qu'il savait déjà. Mais dans les yeux de Victoire, l'excuse ne passe pas. Fred incarne ici la complexité morale. Il n'est ni bon ni mauvais, juste un homme pris entre deux loyautés. Il aime Ludo, son ami de toujours, mais il respecte Victoire, son ami sincère. Il essaie de naviguer dans une zone grise, mais la série ne lui laisse pas ce luxe. Demain nous appartient montre ici, avec subtilité, que parfois, même les meilleures intentions peuvent avoir des conséquences désastreuses. La vérité, dans certains contextes, peut faire plus de mal que le mensonge. Fred n'est pas le seul à être affecté. La scène a des répercussions bien au-delà de la sphère privée. À l'hôpital, les regards se croisent, les murmures se propagent. Ludo n'est plus vu comme un jeune homme un peu impulsif. Il est désormais suspecté d'être dangereux. Et Fred, en confirmant les soupçons de Victoire, a ouvert une brèche. Les policiers sont sur le qui-vive. La tension est palpable. Le service hospitalier, habituellement calme, devient un théâtre d'inquiétude. Mais Fred, au-delà de la culpabilité, vit aussi un isolement croissant. Ludo le considère maintenant comme un traître, Victoire comme un allié défaillant. Et lui, blessé dans sa chair, ne peut ni fuir ni affronter. Il reste allongé, prisonnier de son propre choix. Son impuissance devient une métaphore parfaite de l'épisode, vouloir le bien, mais ne plus avoir aucun contrôle sur le mal qu'on a déclenché. Dans un geste presque symbolique, Marine vient lui rendre visite avec des magazines, un livre et des bonbons. Une tentative de réconfort simple, humaine. Elle s'excuse pour le vol de la voiture, une autre intrigue secondaire, mais l'essentiel est ailleurs. Dans le regard qu'elle pose sur Fred, le public lit ce que Victoire ne peut plus lui offrir, de la compréhension. Cette scène, douce, contraste violemment avec l'agressivité de Ludo et la colère de Victoire. Elle rappelle que Fred reste un homme blessé, autant physiquement que psychologiquement. Pourtant, même cette accalmie est de courte durée. Victoire débarque et c'est une confrontation sans concession. Elle ne vient pas supplier, elle vient accuser. Sa voix est ferme, son regard froid. Elle lui rappelle que Ludo a explosé, que ses mots ont dépassé l'entendement, qu'elle a eu peur, et surtout elle lui reproche d'avoir renforcé cette haine. Tu savais qu'il était instable, Fred, tu savais, et tu lui as donné une arme. Ces mots résonnent comme une sentence. Fred ne répond pas. Il baisse les yeux. Le silence est plus cruel que les cris. Dans cette spirale de rupture, Fred est celui qui souffre des deux côtés. Il est abandonné par ses amis, rejeté par ses proches, soupçonné d'avoir provoqué un désastre à venir. Mais Demain nous appartient, ne le condamne pas. Au contraire, la série le montre dans sa complexité, sa vulnérabilité, sa solitude. Il devient un symbole du dilemme moderne, dire la vérité ou protéger le lien humain. Dans son cas, il a choisi la première option, et tout s'est effondré. Rappelle une vérité brutale. Dans un climat de méfiance et de tension, les mots peuvent tuer plus sûrement qu'une arme. Et parfois, une phrase dite à voix basse dans une chambre d'hôpital peut allumer l'incendie d'un été tout entier. Le ciel de Sète semble soudain plus lourd. Quelque chose d'invisible mais profondément inquiétant plane sur la ville. Au cœur de cette tension croissante, Ludo se transforme. Loin de l'ami impulsif mais sympathique que tout le monde connaissait, il devient un individu insaisissable, froid, calculateur. La colère s'est muée en obsession. Ce n'est plus simplement une histoire de trahison. C'est une descente vers les ténèbres, où la logique se brise et où l'instinct de vengeance prend toute la place. La caméra le suit discrètement, comme s'il fallait déjà le surveiller. Ludo marche seul sur la plage, le regard vide, fixé sur l'horizon. Ses gestes sont lents, précis. Il s'introduit dans un local technique, ouvre une armoire électrique. Sans trembler, il y installe un dispositif bricolé, mais redoutablement efficace. Le plan se resserre sur une minuterie, sur des câbles noués, sur ses mains agiles. Il sabote un disjoncteur, puis, comme si cela ne suffisait pas, il prépare une bombe artisanale et la dissimule à l'intérieur d'un jet ski. Ce n'est pas un acte impulsif, c'est planifié, méthodique. Ludo est en mission. Mais laquelle? Pourquoi placer des explosifs dans un engin de loisir? Pourquoi s'en prendre à une installation électrique? Veut-il provoquer une coupure de courant? Un incendie? Ou pire encore, un accident mortel? Les motivations restent floues, mais le danger est évident. La série installe ici une tension maîtrisée, presque insupportable, digne des meilleurs thrillers. Ce basculement dans la radicalité est d'autant plus terrifiant qu'il ne trouve, à ce stade, aucune limite. Ludo agit seul. Il ne partage rien, ne se confie plus. Il est habité par une rage froide.
Un monologue intérieur semble le guider, un discours silencieux qui lui justifie chaque acte. Elle m'a trahi, ils l'ont tous fait. Dans son esprit, le monde s'est retourné contre lui, et il n'y a plus d'issue autre que la destruction. Ce n'est pas la première fois que Ludo flirte avec le chaos. Dans le passé, il avait déjà été lié à un incendie suspect. Mais cette fois-ci, les choses prennent une ampleur inédite. Il ne s'agit plus d'un accident ou d'un coup de sang. Il s'agit d'un plan, pensé, organisé, dissimulé. Et cela change tout. Le spectateur, qui l'a suivi depuis des saisons, ressent une trahison presque intime. Ce personnage solaire, en apparence léger, devient un monstre ordinaire. Le basculement est vertigineux. Dans le montage de l'épisode, chaque acte de Ludo est entrecoupé de scènes anodines. Un couple qui rit sur la plage, un enfant qui court avec un ballon, un bateau qui accoste tranquillement. Cette juxtaposition renforce l'angoisse. Ludo agit au milieu des innocents. Son plan pourrait toucher n'importe qui. Ce n'est plus seulement Victoire qui est en danger, c'est toute une communauté qui ignore encore le piège qui se referme. La réalisation, sobre mais efficace, insiste sur les sons. Le bruit métallique des outils, le clic sec d'un interrupteur, le sifflement du vent, tout contribue à cette ambiance claustrophobe à ciel ouvert. Le spectateur retient son souffle. Ludo n'a pas encore appuyé sur le bouton, mais il le pourrait à tout moment. Et cela suffit à créer un malaise tenace. Mais au-delà de l'action, ce chapitre interroge. Pourquoi en arrive-t-il là ? La série donne quelques clés, distillées à travers les dialogues des épisodes précédents. Ludo est en perte de repères depuis des semaines. Il s'est senti rejeté, incompris, mis à l'écart. Sa relation avec Fred s'est fragilisée. Son besoin de reconnaissance n'a jamais été comblé. Et lorsqu'il sent que même Victoire, son ami d'enfance, ne croit plus en lui, il craque. Mais au lieu de sombrer dans la tristesse ou la dépression, il se radicalise. La psychologie du personnage est finement travaillée. Ludo ne hurle plus, il ne pleure pas, il agit. Son mutisme devient plus effrayant que n'importe quel cri. Il avance, seul, porté par un besoin de revanche contre un monde qu'il a, selon lui, trahi. Il veut marquer un coup, laisser une trace. Et si cela passe par la peur, la destruction, voire la mort, alors soit. Dans l'unique scène où il croise un passant, un enfant curieux qui le regarde manipuler le jet-ski, Ludo affiche un sourire. Un rictus, une façade. L'enfant s'éloigne en courant. Il ne sait pas. Personne ne sait. Et c'est ce qui rend cette scène si glaçante. Tout est encore calme. Trop calme. Le spectateur, lui, a compris. Il a vu ce que personne n'a vu. Il sait que la tempête arrive. Et que le plus inquiétant, c'est que rien ne semble pouvoir l'arrêter. Il y a des regards qui blessent au plus profondément que les mots. Des silences qui résonnent plus fort qu'un cri. Victoire, médecin accompli, femme forte, figure respectée de l'hôpital de Sète, se retrouve brusquement projetée dans une situation d'urgence qui ne relève plus du médical, mais du vital. Depuis la violente altercation avec Ludo, rien n'est plus pareil, son monde s'est fissuré. La menace rôde, insidieuse, et chaque instant devient une lutte intérieure contre la peur. Elle n'a pourtant pas haussé le ton, elle n'a pas frappé. Elle a seulement fait ce qu'elle pensait juste, signaler à la police une situation potentiellement dangereuse, celle de ces bouteilles de chlore que Ludo conservait sans justification dans sa réserve. Pour elle, il s'agissait d'un devoir de citoyenne, d'une mesure de précaution. Mais pour Ludo, ce fut une trahison, un coup de poignard. Et depuis qu'il a appris la vérité, avec la confirmation de Fred, Victoire vit dans l'ombre de cette décision. Elle ne l'a dit à personne, mais elle se sent épiée. Sur le chemin de l'hôpital, elle se retourne plus souvent qu'avant. Au parking, elle double le pas. Elle ferme à clé plus rapidement, vérifie la porte 2 fois. La menace de Ludo n'était peut-être que verbale, mais elle l'a ressentie jusque dans sa chair. Il n'y avait plus rien de fraternel dans son regard, seulement de la haine, pure, concentrée, presque primitive. Ce genre de haine qu'on ne désapprend pas. La série joue finement sur cette bascule émotionnelle. Victoire, d'habitude dans le contrôle, commence à vaciller. Ce n'est pas une femme faible, loin de là, mais elle est humaine. Et cette peur nouvelle, cette anxiété sourde, elle ne sait pas encore comment la dompter. Elle essaie de continuer comme si de rien n'était, elle consulte des patients, elle discute avec William, elle répond aux messages de Chloé. Mais dans chacun de ses gestes, il y a une crispation, une alerte. Lorsqu'elle croise Fred dans sa chambre d'hôpital, l'émotion déborde. Ce n'est plus seulement une colère froide, mais une détresse mal contenue. Elle ne comprend pas comment Fred a pu lui faire ça. En dévoilant son nom à Ludo, il a brisé ce qui la protégeait. Sa sécurité, son anonymat. Elle lui lance « Tu n'imagines pas ce qu'il m'a dit, je ne le reconnaissais plus ». Et quand Fred tente de se justifier, Victoire détourne les yeux. Le lien est rompu, elle est désormais seule dans cette guerre. Et la menace devient tangible. Elle apprend que Ludo a rendu visite à Fred, qu'il a parlé de réserve, qu'il a eu un comportement étrange. Elle commence à faire des liens. Et si cette colère allait plus loin, et s'il ne s'agissait pas que de cris, et s'il préparait quelque chose de plus grave,
Ses soupçons se précisent quand Karim, informé par la police technique, lui parle d'un disjoncteur trafiqué sur une installation de plage. Victoire n'a pas besoin de dessin, elle comprend que Ludo est derrière tout ça. Sa peur change alors de nature, ce n'est plus une crainte floue, c'est une urgence. Une urgence à prévenir, à agir, à protéger. Mais qui la croit? Fred est muet, rongé par la culpabilité. William est bienveillant mais distant. Chloé a ses propres inquiétudes, notamment avec le retour mouvementé de Diego. Quant à la police, elle enquête, oui, mais avec lenteur. Trop de suspects, trop de pistes. Et surtout, rien, pour l'instant, ne permet d'arrêter Ludo. Aucun élément ne le relie directement aux actes de sabotage. Du moins, pas encore. Alors, Victoire se referme. Elle note ses observations, elle vérifie les caméras de sécurité du service. Elle scrute chaque visage dans les couloirs. Son regard, d'habitude si doux, est devenu inquiet, nerveux. Elle évite les zones sombres, elle évite de rentrer seule. Mais le plus troublant, c'est qu'elle culpabilise. Une partie d'elle se demande encore si elle a bien fait, si elle n'a pas réagi trop vite, si elle n'a pas, quelque part, déclenché ce chaos. C'est peut-être là que le piège psychologique est le plus cruel, quand la victime commence à douter d'elle-même. Cette spirale la pousse à envisager des solutions radicales. Doit-elle porter plainte, demander une protection, quitter momentanément Seth, mais elle refuse de fuir. Elle le dit elle-même, « Je ne laisserai pas Ludo m'enlever ce que j'ai construit ». Ce refus de la peur, cette volonté de se tenir debout malgré tout, fait de Victoire une figure de résilience. Mais combien de temps tiendra-t-elle? Un soir, alors qu'elle rentre chez elle, une voiture passe lentement près du trottoir. Les vitres sont teintées, le véhicule s'arrête quelques mètres plus loin, elle sent son cœur s'accélérer. Rien ne se passe. Puis la voiture redémarre. Était-ce lui? Ou est-ce son imagination? Ce flou entretient la paranoïa, nourrit l'angoisse, et nous, spectateurs, ressentons pleinement cette insécurité. Car Demain nous appartient ne donne pas de réponse, il laisse planer le doute. Et c'est peut-être ça le plus terrifiant. Si l'épisode 2006 tourne autour de l'escalade dangereuse de Ludo et de l'angoisse grandissante de Victoire, il serait réducteur de ne pas évoquer les intrigues secondaires qui, dans l'ombre, alimentent un climat de tension globale à 7. Demain nous appartient maîtrise depuis toujours l'art du chassé-croisé narratif. Et ici, ces intrigues parallèles ne servent pas uniquement à étoffer le scénario. Elles reflètent, chacune à leur manière, un monde qui vacille, un monde où tout semble au bord de la rupture. Le retour de Diego, incarné par Enzo Rose, à 7 est une première secousse. Souriant, motivé, prêt à passer une journée tranquille avec Maud, le jeune homme semble vouloir renouer avec une vie normale. Mais dans la ville, secouée par les enquêtes, les suspicions et les actes violents, le quotidien n'a plus rien de rassurant. Chloé, sa mère, lui recommande d'éviter les écouteurs dans la rue, d'être attentif à ce qui se passe autour. Un conseil anodin en apparence, mais qui dit tout, la ville n'est plus sûre. Diego ne l'écoute pas. Il remet ses écouteurs. Un choix qui va presque le plonger dans le chaos. Avec Maud, ils assistent à une scène étrange. Un individu, au comportement suspect, escalade le bloc technique d'une boutique de glace. Il se cache. Maud appelle Martin. Et très vite, l'intervention de Nordine et Aurore transforme la scène en véritable course-poursuite. L'individu est arrêté, à bout de souffle. On apprend qu'il s'agit d'un militant écologiste extrémiste, prêt à mettre le feu au système de climatisation du glacier. Un acte violent, évité de justesse, et un nouveau signal d'alerte pour les habitants de Sète. Cet événement, en parallèle de la dérive de Ludo, ajoute une nouvelle couche de tension. La ville est désormais un puzzle de menaces. Et même les jeunes, comme Diego et Maud, ne sont plus des témoins passifs. Ils deviennent acteurs de cette instabilité. Leur implication dans cette arrestation est valorisée, mais elle les confronte aussi à une réalité qu'ils auraient préféré ignorer. Le danger est partout, il rôde, et il prend 1000 visages. Laurie, quant à elle, traverse une zone de turbulence bien différente, mais tout aussi dramatique. Elle souffre de démangeaisons aux mains, probablement liées au stress, mais ce ne sont pas ses symptômes qui inquiètent, c'est son comportement. Instable, nerveuse, en quête d'affection, elle cherche constamment l'attention de Bart, qui se montre distant. Lorsqu'il refuse de partir en week-end avec elle, prétextant un emploi du temps chargé, Laurie propose de consulter à Sinclair pour ses mains. Une excuse pour rester proche de lui ou un vrai besoin de soins. La frontière s'estompe. À l'hôpital, William l'examine. Il diagnostique un eczéma, probablement d'origine nerveuse. Ce qu'il ignore, c'est que Laurie, sous ses airs fragiles, développe une fixation de plus en plus manifeste pour lui. Lors de la consultation, elle se montre entreprenante, ambiguë, elle flirte. William reste professionnel, mais cette scène, presque anodine, déclenche l'inconfort. Laurie, comme Ludo, semble dériver, moins violemment, plus subtilement, mais avec la même sensation de perte de repère.
Mona, lucide, résume la situation. Cette fille est gentille, mais paumée. Et c'est là que Demain nous appartient frappe fort. En dessinant le portrait d'une génération désorientée, ballottée entre crise personnelle et contexte angoissant, la série pointe une réalité sociale cruelle. Tous ces personnages, Laurie, Diego, Maud, sont des miroirs. Miroirs d'une jeunesse fragile, en quête de stabilité dans un monde qui ne cesse de trembler. L'un des moments les plus forts de l'épisode est sans doute celui où Laurie, seule dans la rue, gratte nerveusement ses mains tout en laissant un message à Bart. Elle se sent ignorée, invisible, abandonnée. Elle parle à son téléphone comme on lance une bouteille à la mer, une supplication masquée sous un ton léger. Ce mal-être rampant, ce besoin de reconnaissance fait écho, d'une certaine manière, à celui de Ludo. Sauf que Laurie ne sabote pas des disjoncteurs, elle se sabote elle-même. En parallèle, la relation conflictuelle entre Annie et Alain apporte une touche d'absurde et d'ironie, contrastant avec la gravité du reste. Annie, furieuse d'avoir sali ses baskets dans les cerises d'Alain, l'insulte copieusement. « Quel queue ce type ?» lance-t-elle au volant de la camionnette de Sylvain. Cette tension comique, bien que légère, renforce en réalité le climat global de tension, car même les querelles de couple deviennent explosives. Il ne suffit plus de peu pour que les nerfs lâchent. De l'épisode agit donc comme une toile de fond orageuse. Chaque personnage secondaire semble, à sa manière, au bord de l'implosion. La ville de Sète n'est pas qu'un décor. Elle devient un écosystème saturé de tensions, un microcosme où toutes les émotions, frustration, peur, solitude, colère, s'entrechoquent. Et pendant que Ludo prépare son plan dans l'ombre, les autres ne font qu'effleurer la surface de la catastrophe à venir. La lumière dorée du soir tombe sur Sète, mais loin d'apaiser les cœurs, elle ne fait qu'accentuer l'impression d'un calme trompeur. Dans cet épisode 2006 de Demain nous appartient, la tension atteint son paroxysme. Tout a été mis en place, tout converge. Les personnages, chacun dans leur sphère, sont à la croisée des chemins. Et au centre de cette toile, tendue comme jamais, Ludo. Son silence est assourdissant. Ses actes, invisibles pour la plupart, tracent pourtant la trajectoire d'un drame annoncé. L'épisode s'ouvre lentement sur une scène anodine. Des enfants jouent au ballon, des rires fusent, des familles s'installent sur la plage. La douceur de l'été est là, palpable. Et pourtant, chaque minute qui passe resserre l'étau. Car quelque part, enfoui dans le décor, un engin piégé attend, dans un jet ski, sur une plage bondée. C'est là que la série réussit un tour de force, faire naître la peur dans l'ordinaire. Faire du quotidien un terrain miné. Ludo, de son côté, apparaît peu dans ce dernier acte. Il n'est plus dans la confrontation directe. Il s'efface, s'effondre intérieurement, tout en laissant son plan suivre son cours. On le voit dans l'ombre, ajustant une minuterie, vérifiant une connexion. Ses gestes sont lents, calmes, presque méthodiques. Il n'y a plus de haine sur son visage, juste une détermination vide, le regard d'un homme qui a cessé d'écouter les autres, qui ne cherche plus à convaincre, mais à punir. Et c'est là toute la force de l'épisode. Ludo n'est pas un criminel caricatural. Il ne jubile pas, il ne crie pas, il agit, il glisse lentement vers une forme de radicalité froide. Le fruit d'une accumulation de blessures, de solitude, de rejet. Ce n'est plus un homme en colère, c'est un homme qui ne croit plus en rien. Et dans cette chute silencieuse, il devient plus dangereux que jamais. Les autres personnages, eux, continuent leur routine. Victoire, encore ébranlée par les menaces, tente de rester forte. Elle s'entretient avec Karim, essaie de comprendre l'origine du sabotage électrique signalé sur la plage. Rien de concret ne relie Ludo au fait, mais son instinct lui hurle qu'il est derrière tout ça. Elle tente de convaincre les enquêteurs, en vain. Le manque de preuves bloque toute intervention immédiate. Pendant ce temps, la ville s'apprête à accueillir un événement local. Une course de jet ski doit avoir lieu. Le hasard ou le destin place l'un des engins sabotés au cœur de l'organisation. La tension devient insupportable. Le spectateur sait. Les personnages, eux, l'ignorent encore. Et cette différence crée une forme de terreur latente. Chaque geste, chaque décision peut précipiter le drame. Fred, encore hospitalisé, regarde les infos à la télévision. Il reconnaît le modèle de jet ski. Il se souvient vaguement d'une phrase de Ludo. « T'as vu la nouvelle base nautique ? Ce serait bête qu'elle parte en fumée. » Un frisson le traverse, il tente de joindre Victoire. Mais elle ne répond pas. Elle est déjà sur place, en train d'observer la plage d'un œil méfiant. Dans le même temps, Diego et Maud assistent aux préparatifs de l'événement, insouciants. Laurie, toujours perdue, erre près du stand de l'hôpital, à moitié lucide, ses mains encore en feu de stress. Tous sont là. Tous au mauvais endroit, au mauvais moment. Et Ludo, il observe à distance, caché. Il attend, il ne parle plus. Il attend simplement que le monde bascule. La caméra fait des allers-retours entre les visages, enfants, couples, touristes, puis le jet ski, puis Ludo, puis Victoire, une symphonie silencieuse de tension. Et dans cet enchaînement haletant, Demain nous appartient touche au sublime du suspense. Rien n'explose encore, mais tout est prêt. Une allumette pourrait suffire.
Le final de l'épisode ne donne pas la réponse. Le jet ski démarre, le plan se fige sur le visage figé de Victoire. Et l'écran devient du noir. Fin de l'épisode. Ce choix narratif est fort. Il refuse le spectaculaire immédiat. Il prolonge l'angoisse. Et surtout, il pose une question essentielle. Ludo va-t-il aller jusqu'au bout ou reste-t-il, au fond, une once d'humanité capable de l'arrêter? N'est pas seulement une montée en tension. C'est aussi un miroir tendu à tous les autres personnages. Chacun, à sa manière, affronte ses failles. Victoire, son courage et sa peur. Fred, sa culpabilité. Laurie, son instabilité. Diego, son inconscience. Tous sont liés, malgré eux, par les décisions d'un seul homme. Et tous devront, tôt ou tard, en assumer les conséquences. Le génie de l'épisode réside là. Il ne parle pas que d'un sabotage, il parle d'un homme qui s'effondre, d'un tissu social qui se déchire, d'une ville qui, sous le vernis de l'été, cache des bombes à retardement humaine. Et dans ce silence suspendu, on comprend une chose, Demain nous appartient n'est pas seulement une série sur le quotidien. C'est une série sur ce qui peut se passer quand le quotidien s'effondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. L'épisode du 11 août 2025 de Demain nous appartient nous a laissé sans voix avec un suspense insoutenable et des personnages au bord de l'implosion. Que prépare réellement Ludo? Victoire est-elle en danger immédiat? Et surtout, qui tombera lorsque la bombe explosera, au sens propre comme au figuré? Si vous avez aimé cette analyse complète en 6 chapitres, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes et résumés détaillés. Et vous, pensez-vous que Ludo franchira la ligne rouge? Dites-le en commentaire. Restez connectés pour encore plus de spoilers, d'analyses et de révélations sur Demain nous appartient. À très bientôt